Salam alaikum. Voilà, je vous fais un vidéo sur le domaine, donc sur le chapitre 1. Je vais essayer de commencer carrément de zéro, c'est-à-dire, voilà, le début. On ne connaît rien. On ne connaît rien, on commence de zéro. Alors, ce module, il traite de quoi? Il traite les oscillations. Ça s'appelle vibration et onde. Donc, quand on dit vibration, c'est pareil qu'une oscillation. C'est quoi une oscillation? On dit c'est un mouvement d'un objet ou variation d'une quantité physique autour d'une position d'équilibre. C'est quoi cette quantité physique? Ça peut être la position d'une masse, ça peut être l'onde que fait un produit par rapport à la verticale, ça peut être la charge électrique dans un circuit électrique, ça peut être plein de choses, ça peut être la pression dans le cas des ondes sonores, ça peut être plein de choses. Ok, donc là je vais vous montrer des exemples tout de suite pour vous fixer les idées. Voilà, ça, j'ai des animations sur le site, vous pouvez les regarder, il suffit d'activer Flash. Là moi je l'ai activé ici, c'est bon, je vais le faire comme ça. Là, c'est vous autoriser. Voilà. Donc, là, un ressort, tout le monde sait ce que c'est qu'un ressort. On attache une masse à l'extrémité, on provoque l'oscillation au départ et on laisse. Et on laisse osciller. S'il n'y a pas de frottement, donc cette oscillation, c'est ce qu'on appelle l'oscillation harmonique. Ça varie entre deux valeurs, entre deux extrémités. C'est quoi qui varie? Dans ce cas-là, c'est la position. Donc là, la position, c'est la propriété physique dont on a parlé tout à l'heure. C'est une vibration, c'est une oscillation qui a la position qui change autour d'une position d'équilibre du départ entre moins l'amplitude plus l'amplitude. Pour l'instant, on ne parle pas de maths, on va en parler après. Un autre exemple, un pendule. Voilà. Le pendule. L'angle que fait le pendule avec la verticale, là j'ai pas passé la verticale, mais si on regarde l'angle en radian, on va en degrés, on verra que cette variable, elle, varie autour d'une valeur d'équilibre. La valeur d'équilibre ici, c'est quoi? C'est 0, c'est par rapport à la verticale, c'est 0, donc ça varie entre moins 10 degrés matériel et plus de degrés. Plus de 30, là, dans ce cas-là, c'est 30, là, regarde, c'est entre moins et voilà, une oscillation. Donc là, on voit ici déjà, on reconnaît cette courbe, c'est une courbe sinusoïdale. Donc c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de sinusoïdes de cosinus dans ce module, parce que les oscillations, ils aiment bien les cosinus et les sinus, parce que ça varie toujours entre deux extrémités. C'est ce qui reflète bien l'effet des oscillations. Voilà. Je continue. Ce que c'est qu'un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète. C'est un mouvement qui se répète à l'identique dans des intervalles de temps égaux. Ces intervalles de temps, on les appelle quoi? On les appelle périodes. Grande T, on les note. Grande T. Mathématiquement, on peut exprimer ça comme ça. La fonction à un temps, à un instant donné, est égale à la fonction après un temps égal à la période grande. Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Une fréquence, c'est le nombre d'oscillations, parce qu'on sait maintenant ce que c'est qu'une oscillation. Une oscillation, on a dit, c'est une oscillation par rapport à une position d'équilibre. Donc, qu'est-ce que combien d'oscillations, combien de va-et-vient de cette masse-là fait la masse par seconde. Si la fréquence est égale à 1 R, ça veut dire qu'on fait une oscillation par seconde. Si elle fait 5, ça veut dire qu'on fait 5 oscillations par seconde. Donc voilà, donc ici, ce document est accessible, vous pouvez regarder. Moi, je ne vais pas lire le PDF, je vais expliquer ce que je vois. Pulsation, alors,
Pulsation, c'est quoi? C'est juste parce qu'on rencontre si jamais on utilise la friction, on va rencontrer deux pics qui se répètent partout. Donc c'est pour des simplifications pour dans les calculs. Donc oméga est égal de pi f. Oméga, ça va être en radian par seconde. Et f, son unité, c'est seconde moins 1, c'est le hertz. Voilà, j'ai noté ici, vous pouvez regarder. Degré de liberté, on ne parle pas pour l'instant, on parle après. Voilà. On passe maintenant un petit peu. On va avancer un pas un petit peu. C'est quoi ce pas-là? C'est qu'on veut décrire le mouvement de cette masse-là qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens ici. On veut trouver la position en fonction du temps. On veut trouver l'expression de la position en fonction du temps. C'est ça le rôle de la physique. Si je trouve la loi, je peux prédire à n'importe quel moment où est-ce qu'elle sera la masse. C'est ça la physique, c'est prédire les phénomènes. Donc ici, comme on voit, donc là, parce que c'est une simulation que j'ai préparée, donc on voit ici que c'est une sinusoïdale, mais nous, on veut la montrer, on veut la trouver. Voilà. Je reviens, et elle est là. Donc pour l'instant, nous, pour traiter les problèmes de la mécanique, on connaît la relation fondamentale de la dynamique. À chaque fois qu'on a des masses, des forces, etc., on connaît qu'une seule loi, c'est la loi qui gère tous les problèmes de la mécanique. C'est la relation fondamentale de la dynamique, c'est la théorie de Newton. Voilà. Mais avant de l'appliquer directement, on va définir quelques notions. La première, c'est la force de rappel de ressort. Le ressort, lorsqu'il est déformé, il est comme ça, il est fabriqué comme ça. Lorsqu'il est déformé, il applique une force. Il veut retourner à sa position, la position de repos. C'est-à-dire, si on l'allonge, lui, il tire. Si on le comprime, lui, il pousse. Ok? Donc la force appliquée par le ressort est toujours opposée à la déformation. Si on pousse, il pousse. Si on tire, il tire. Voilà. Donc si j'appelle x le changement de longueur, donc L0 c'est sa longueur naturelle et L c'est sa longueur à un instant donné. Donc x d'élongation, ça va être L moins L0. L0 fixe, mais elle change en fonction du temps. Alors, x c'est une valeur algébrique, elle peut être positive ou négative bien sûr. Donc s'il est allongé, donc elle sera à 0, etc. S'il est comprimé, elle va être inférieure à 0 et donc x sera négatif. Alors, de façon générale, ça c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Pour tous les matériaux élastiques, pour les petites déformations, on définit la force appliquée par ce matériau, elle est égale à moins k, moins constante, fois la déformation. Ce cas-là, on appelle la constante de raideur, dans le cas du ressort. Voilà. Donc c'est parce que ici on l'a appelé x, on est d'accord. Donc ça se peut que, bon, on verra après, ça se peut que cette variable sera appelée autrement. Donc là, je l'ai appelé x. Mais bon, on verra après, on verra tout ça. Alors, on va appliquer la loi fondamentale de la dynamique parce qu'en fait, ici, le dessin ici, il n'y a pas de besoin. C'est pas là. Donc ici, si on regarde cette masse, c'est quoi les forces qui sont appliquées? Il y a le poids et puis il y a la réaction de support. Et puis il y a la force appliquée par le ressort sur la masse. Ça, on est en train de chercher ces forces-là quand est-ce qu'à un instant donné, dans le mouvement. Dans le mouvement, on prend une photo comme ça et on analyse les forces. Donc là, il n'y a pas de force externe. La force, on l'a déformée juste au début. Au début, on a provoqué l'oscillation, puis après, lorsqu'il est en train d'osciller, on prend une photo, puis après, on analyse les forces. C'est quoi les forces qui sont appliquées sur la masse pendant le mouvement? Il n'y a que le ressort. Parce que vertical,
ça compte pas parce qu'il n'y a pas de mouvement dans le sens vertical. Donc il n'y a que le ressort qui agit. Je reviens à mon équation. La somme des forces égale à accélération, donc c'est moins kx qui est égal à m fois l'accélération. Parce qu'on est sur l'axe x, donc l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. La vitesse c'est la dérivée de x par rapport à t. Donc la vitesse c'est x point et l'accélération c'est x 2 points. Donc j'ai écrit ça, moins kx égale à m. Et voilà, j'arrange cette équation, je divise par m, je mets les deux termes du même côté. Donc je ramène ça de l'autre côté maintenant. J'ai mx de point plus kx et puis égal à 0. Égalité. Je divise par m, voilà, j'ai une équation différentielle de second ordre. Il faut la résoudre pour trouver l'expression de x de t. Après, ça va être des maths. Donc, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a juste une petite remarque. C'est qu'on remarque que les dimensions de k sur n, c'est les dimensions d'une fréquence. Donc, c'est une fréquence ou une pulsation. Parce que la pulsation de fréquence, il diffère que par une constante de pi. Donc c'est pour ça que on la pose égale à une pulsation avec l'indice 0. C'est pour définir une notion fondamentale qui s'appelle la pulsation propre. K sur M. K c'est la raideur, la constante de raideur de ressort, et M c'est la masse. Donc vous voyez que oméga 0 elle est propre, elle est propre à ce système. Elle ne change tant qu'on n'a pas changé de ressort et de masse. Oméga 0, elle ne change pas. Elle ne dépend pas des conditions initiales. Tu peux, ici, là, tu peux tirer comme ça. Alors, regardez bien ici la courbe. Voilà, je tire un petit peu. Donc, si vous regardez la période, vous allez voir que c'est la même. Oméga est égal de pi, f est égal de pi, t. Donc oméga aussi, elle est en relation directe avec la période. Donc vous voyez, ici aussi, la pulsation ne change pas si je change les conditions initiales. Ok, je reviens. Donc, la pulsation propre ne dépend de rien. Elle ne dépend que des paramètres du système. C'est la raideur, la masse. Dans le cas où on est dans l'électricité, ça va dépendre de la capacité, de l'inductance L, de la résistance, etc., etc. Chaque système il a sa pulsation. Voilà. Donc, cette équation différentielle, on verra par la suite qu'elle a cette solution. Ici, on ne fait pas de démonstration, mais on fera la démonstration. On verra après le problème de maths. Donc, avec A et Phi sont des constantes d'intégration déterminées à partir des conditions initiales. Si je connais x de 0 et x point de 0, la position et la vitesse à t égale à 0, eh ben, je peux connaître A et Phi, parce que j'ai deux équations. Et puis, je peux déduire A et Phi. Deux équations permettent de déterminer deux constantes. Voilà. Et je trouve la solution exacte. Si je trace sur une courbe, comme sinus, tout le monde connaît, sinus, tout le monde connaît, ça va être quelque chose comme ça. Ça dépend des conditions initiales. Donc ici, c'est un exemple. Je ne sais pas ce que j'ai procédé ici. Voilà. Maintenant, donc j'ai trouvé, dans le cas du masse ressort, j'ai trouvé l'équation différentielle en appliquant la relation fondamentale de la dynamique. Maintenant, dans ce module, on va toujours parler de la mécanique de Lagrange. On utilise la méthode de Lagrange pour résoudre tous les problèmes de la mécanique. Il faut comprendre par là que la méthode de Lagrange n'est pas une nouvelle théorie. C'est la théorie de Newton qui a une autre variété, qui c'est la mécanique de Lagrange. Donc Lagrange, c'est un scientifique
qui a trouvé une autre méthode pour résoudre les problèmes de la mécanique. Au lieu d'utiliser la somme de force égale à l'accélération, pour trouver l'équation différentielle, on va utiliser une équation différentielle directe. Et vous avez tout de suite les... enfin, tout de suite, c'est dans certains cas, il y a des cas dans la physique où les équations de Lagrange sont plus pratiques à utiliser que la somme des forces égale à l'accélération. Voilà. Et donc, dans notre module, on utilise ça. On va voir que pour 2 degrés, 3 degrés, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser Lagrange que d'utiliser la somme des forces égale à l'accélération. Ok, donc c'est un pierre de coups, comme on dit. Nous utiliser les oscillations et la mécanique de Lagrange dans ce module. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette méthode-là? Elle s'appuie sur une notion de base qui s'appelle la notion de coordonnées généralisées. Donc d'habitude, nous dans la physique, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un repère orthonormé x, y, z. Toujours, on traite tous les problèmes sont traités dans un repère comme ça. Et puis après, si on veut décrire le mouvement dans l'objet, on trouve x de t, y de t, z de t, si on est dans l'espace, etc. Si on est sur une dimension, on cherche, si selon l'axe x, bon, bah, on cherche x de t, mais si sur l'axe y, on cherche y de t. Mais si le mouvement se passe sur un plan, eh ben, on va chercher x de t et y de t. Alors que là, avec la méthode de Lagrange, non. Donc on peut choisir la coordonnée qu'on veut, l'axe qu'on veut. Ce n'est pas uniquement l'axe, c'est carrément une coordonnée. Tu la définis comme tu veux. Et comment on va la définir? C'est les problèmes c'est la symétrie du système, c'est le type de mouvement, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir c'est quoi la coordonnée qui vous arrange le mieux. Là, j'ai donné un exemple ici, un plan incliné par exemple. Donc, au lieu de faire le repère orthonormé, et puis de chercher la composante x et y, ben là, ça se voit que le mouvement se passe comme ça. Si je définis un axe comme ça, ça va être beaucoup plus pratique. Si je trouve x de t, voilà, c'est bon. Et je sais que x, il fait un angle. L'axe x, il fait un angle quelque part avec l'axe. Voilà, je connais tout. Mais là, mais là, j'aurais ce x-là n'a rien à voir avec le x ici. D'accord, je l'ai appelé x, mais j'aurais pu l'appeler s, j'aurais pu l'appeler autre chose. Ok, donc x là, puisqu'il n'est pas l'axe habituel, donc là c'est une coordonnée généralisée, c'est pas une coordonnée. Donc coordonnée généralisée, c'est quoi? C'est toute coordonnée hors les coordonnées habituelles x, y, z du repère orthonormé. Alors, le degré de liberté, c'est quoi? L'autre notion aussi fondamentale, c'est quoi? C'est le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est quoi? C'est le nombre de variables, de variables généralisées qu'il faut utiliser pour décrire un système. Le nombre de coordonnées généralisées nécessaires pour décrire un système. Comme dans ce cas-là, ça se voit bien que si je connais x de t, eh ben ça suffit pour décrire le mouvement de cette masse-là. Puisque x est la coordonnée de cette masse par rapport à une certaine position d'équilibre, si je la connais en fonction du temps, ça y est, je sais à tout moment où est-ce qu'elle est la masse. Je peux connaître sa vitesse, je peux connaître son accélération. C'est comme ça que j'ai décrit le système. Voilà. Le décrit la méthode de Lagrange, donc, elle dit quoi? Elle dit que qu'il faut définir au départ une fonction qui s'appelle la fonction de Lagrange. Cette fonction de Lagrange, on la note L en général. Elle est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Attention, c'est pas plus, c'est pas l'énergie totale. L'énergie totale, c'est E, c'est plus EP. Et puis là, ici, on met elle est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Certains la note T moins U, certains notent T moins V, etc. Moi, je préfère comme ça pour ne pas confondre avec d'autres variables, parce que T, c'est la période, etc. Et T, c'est la période, c'est la tension, c'est plein de choses.
Donc, je préfère écrire comme ça. Donc, appeler fonction de Lagrange ou le Lagrangien de système. La fonction de Lagrange ou le Lagrangien de système. Qui sont quoi? L'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Bien entendu, EC, énergie cinétique, sera en fonction de la vitesse. Parce que l'énergie cinétique sera en fonction de x point. Et EP, c'est en fonction de la distance, sera en fonction de x. Donc, du coup, cette fonction, elle sera une fonction à plusieurs variables. Sera une fonction de x et de x point. Ce sont deux variables différentes. Hein. Voilà. Dans un système conservatif, c'est-à-dire qui n'a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, hein, l'équation de Lagrange s'écrit de cette forme. D sur dt, c'est la dérivée totale de quoi? De ce qui est dans la parenthèse, dérivée partielle de L par rapport à la vitesse généralisée, moins dérivée partielle par rapport à la coordonnée généralisée. QI, c'est égal à quoi? C'est égal de 1 au nombre de degrés de liberté. C'est-à-dire, dans le cas d'un système à 2 degrés de liberté, on va écrire de 1 à 2. Ça va être deux équations. Première, deuxième. Q1 ici, et une autre équation avec Q2, Q2. Q, c'est quoi? C'est les coordonnées généralisées, c'est-à-dire X, Y, Z, etc. Comme dans notre cas, par exemple, dans cet exemple-là, X, eh ben, Q1, le nombre de degrés de liberté, c'est 1, puisqu'une variable suffit pour décrire le système, donc c'est 1. Donc, on aura besoin d'une équation, et donc Q1 sera X. Donc, ici sera dl sur dx, point, moins dl sur dx égale à 0, dans ce cas-là. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On se propose de chercher une équation différentielle, donc qu'est-ce qu'on fait? Énergie cinétique, c'est 1 demi, par définition, c'est 1 demi de m fois la vitesse au carré. La vitesse ici, on a dit, puisque c'est sur l'axe x, c'est la vitesse, c'est la dérivée de la distance par rapport à x. Hein. On a x ici, c'est la coordonnée de 1 par rapport à la position d'équilibre, donc la vitesse. Donc l'énergie cinétique sera 1 demi de 1 x au carré, ok. EP, c'est l'élastique. C'est l'énergie potentielle élastique, on va la définir après, ne vous inquiétez pas. Elle est par définition, elle est égale à 1 demi de K fois l'élongation des ressorts au carré. Dans ce cas-là, l'élongation des ressorts, elle est égale à X, à elle-même, à la coordonnée de la masse M. C'est la même chose. Vous voyez, parce que c'est collé, la masse M et le ressort changent pareil. Si la coordonnée change, le ressort s'allonge. Si la coordonnée de la masse M devient négative, eh ben le ressort il est compressé. Ok. Donc c'est vraiment x, c'est vraiment l'élongation. 1 demi de kx au carré. Et donc voilà, la fonction de Lagrange elle est égale à l'énergie cinétique moins à l'énergie potentielle. Voilà, je les ai là. C'est rien la fonction de Lagrange. C'est une fois qu'on a trouvé EP, EC, EP, c'est bon. Après L, c'est la différence. Voilà, c'est maintenant que je l'ai écrit. Il faut peut-être que je l'écrive bien avant. Donc ici, le degré de liberté est égal à 1. Et la variable ou la coordonnée généralisée est égale à x. Donc l'équation de mouvement s'écrit de cette façon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D sur dt, dl sur dx, moins dl sur dx. Donc dérivée partielle par rapport à x, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dérivée partielle par rapport à, lorsqu'on dérive par rapport à une variable, l'autre variable sera considérée comme constante. Comme ici, il y a deux variables, donc si je dérive par rapport à x point, donc ce terme-là ne contient pas x point, donc sa dérivée par rapport à x point, c'est 0. Donc si je dérive ça, je commence par ce terme-là entre parenthèses, je dérive ça par rapport à x point, donc ça c'est 0, ça c'est une constante, donc il suffit de dériver x point au carré par rapport à x point. X point au carré par rapport à x point, ça sera 2x point. Hein. V au carré par rapport à V, 2V. Y au carré par rapport à Y, 2Y, etc. Donc, je dérive x point au carré par rapport à x point, ça sera 2x point. 2 avec 2, c'est parti, c'est simplifié. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Mx point. Et donc, d sur dt fois mx point, m constante elle sort, j'aurai m d sur dt de x point.
je dérive x point une nouvelle fois. Donc j'obtiendrai l'accélération. C'est une dérivation totale. Donc une fonction du temps, je la dérive par rapport à t. On a dit, on met un point. C'est comme ça qu'on note. Donc ici, donc j'aurai m x point. J'aurai m x point. Et voilà, ok. On va avoir mx de point. Je dérive le nouvel dl sur dx, donc ça c'est 0 cette fois-ci. 1 moins 1 demi-k c'est constant. Donc x carré par rapport à x, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 2x. 2 avec 2, c'est simplifié. Donc il me reste moins kx. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. dl sur dx, moins kx. Mais dans l'équation, je dois mettre moins dl sur dx. Donc le moins avec le moins, il part et j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai cette équation. Et j'obtiens cette équation. L'équation mx de point plus kx égale à 0, c'est l'équation différentielle de tout à l'heure que j'ai trouvée en utilisant la relation fondamentale de la dynamique. Pourquoi j'ai fait les deux méthodes? C'est pour démystifier la méthode, c'est pour dire que voilà, on trouve la même chose. Voilà. Si je regarde donc ici la pulsation probable, c'est la même, ok. Et là j'ai posé aussi la solution sans démonstration. Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Il suffit peut-être de définir, donc A c'est l'amplitude. Donc ça A c'est l'amplitude de l'oscillation. CA. En arabe, l'amplitude. C'est la distance maximale que peut atteindre x en négatif et en positif. Cosinus il y a entre moins 1 et 1. Ok. Regarde. Très bien. Oméga 0 c'est la pulsation propre. Et phi ça s'appelle le déphasage. C'est le déphasage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça va jouer sur l'axe de temps, le déphasage. C'est le décalage par rapport à la fonction A cosinus oméga 0 t. C'est par rapport au 0. Donc c'est un décalage sur l'axe x. Oméga 0 t plus phi est égal à la phase. Donc ça entre parenthèses, ça s'appelle la phase. Ça c'est le déphasage. Ça c'est la pulsation forte. Et x sera en mètres en centimètres. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer les choses un peu plus sérieuses. On vient de dire que la fonction de Lagrange, elle est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc si on sait comment chercher l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, après on a gagné parce qu'on définit la fonction L. Et vous avez vu qu'après on a une équation différentielle. Si je trouve L, le Lagrangien de système, j'ai une équation qui va me donner tout de suite après l'équation de mouvement. Il suffit que je dérive bien. Et je ne trompe pas dans les calculs. Voilà. Dans le cas d'une masse ponctuelle, l'énergie cinétique elle est définie comme étant 1 demi de m fois la vitesse au carré. Alors une masse quelconque en translation, elle est munie d'une vitesse v, elle possède une énergie cinétique égale à 1 demi de m v au carré. Dans le cas le plus général, un solide effectue un mouvement quelconque. Donc nous ici on va voir que le cas où un objet fait un roulement, c'est-à-dire fait une translation et une rotation autour de ce centre de masse. Et dans ce cas-là, on peut montrer que cette relation, elle peut nous emmener à celle-là dans ce cas-là, dans le cas où il y a translation et rotation. Comme un disque par exemple, qui roule sur un tapis. La roue d'une voiture ou d'un vélo, etc. Tout ça, ça fait une rotation et une translation en même temps. C'est grâce à ça qu'on se déplace. Voilà, donc la roue
tourne et son centre de masse fait une ligne droite. Il se translate. Voilà. Son énergie cinétique dans ce cas-là, il y a une partie liée à la translation du centre de masse, 1 demi de 1 Vg au carré, ou comme ça, puis plus un terme lié à la rotation. Donc la rotation, c'est toujours comme ça, 1 demi de J, θ point au carré. Θ point, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on note la dérivée par rapport au temps, tout le temps, maintenant on note par point. Donc θ, c'est l'angle de rotation, et puis θ point, ça va être la vitesse de rotation. Donc la vitesse avec laquelle l'objet tourne par rapport à son centre de masse. J, c'est quoi? C'est le moment d'inertie. Le moment d'inertie. Le sens du moment d'inertie, c'est quoi? C'est comme la masse. La masse, c'est une inertie à la translation. Et J, c'est une inertie à la rotation. Après, on verra comment on fait pour les calculer. Il suffit de garder ces formules. Donc, pour une translation, c'est 1 demi de 1 V au carré. Pour une rotation, c'est 1 demi de J, θ point au carré. Pour un mouvement de combinaison du mélange des deux, translation et rotation à plat, et il y a deux termes pour l'énergie cinétique. Ok. Alors, pour l'énergie potentielle aussi, il y a deux catégories. Il y a l'élastique et il y a gravitation. C'est ce qu'on va voir. L'énergie élastique et l'énergie gravitation. Élastique, elle est liée à un objet élastique, comme le ressort, l'exemple par excellence. Le ressort, il a une constante d'élasticité appelée K, donc on appelle la constante de Rayleigh aussi. Donc son énergie potentielle, là on peut faire un calcul ici, l'intégrer parce que le travail fourni pour le ressort, pour lui fournir une énergie potentielle, hein, il est égal au travail effectué par la force de rappel de ressort. Donc si on fait comme dEP est égal à dW, c'est-à-dire le travail fourni, un travail infinitésimal fourni est égal à l'énergie potentielle infinitésimale gagnée par le ressort. On peut calculer le travail, hein, par définition, le travail c'est K dx, c'est la pardon, c'est le donc ici j'ai oublié un x ici. Le travail c'est kx, ça c'est la force, fois dx, parce que c'est f dl, c'est f la force fois le déplacement. Donc ici il manque un s parce que c'est la force de rappel fois dx. On intègre, on trouve l'énergie potentielle, voilà, 1 demi de k x au carré. X c'est quoi? C'est l'élongation du ressort, c'est le changement. Donc vous voyez, c'est négatif positif, on s'en fout, parce que c'est au carré. Donc compression ou allongement du ressort, c'est pareil. Si on l'allonge, il acquiert une énergie potentielle. Si on comprime aussi, il acquiert une énergie potentielle. Cette énergie potentielle est égale à 1 demi de k, l'élongation au carré. Le changement de longueur au carré. Gravitationnel, l'autre type d'énergie potentielle, elle est liée à la hauteur. Alors, quand on a un objet qui change de hauteur, une masse qui change de hauteur, dans ce cas-là, elle a son énergie potentielle qui varie. À chaque fois qu'on a une masse qui a une certaine hauteur par rapport à une origine, elle emmagasine une énergie potentielle gravitationnelle. Proportionnelle à la hauteur par rapport au niveau zéro, et proportionnelle aussi à la masse. Donc la force du poids est égale à comme ça, voilà, c'est un intègre, on trouve cette EG est égal à mgy plus une constante. Mg fois y. Y c'est l'ordonnée, c'est la hauteur par rapport à 0. Donc maintenant ceci est égal à quoi? Pour dire C égale à 0, donc on va choisir arbitrairement un niveau. On va dire la terre, on va dire quelqu'un sur la montagne, il va dire mon niveau c'est le 0. Il jette une pierre, il va étudier le mouvement de sa pierre par rapport à son 0 à lui, etc. Donc vous voyez que
Ce zéro-là, il est arbitraire, c'est-à-dire que tu le définis comme tu veux. Donc si on choisit EG égale à 0 sur le sol, c'est-à-dire Y égale à 0, donc on trouve que si on dit EG, l'énergie potentielle gravitationnelle est 0 au niveau de la Terre, eh bien, ici, on aura EG est égal à mg Y. Y, ça va être la hauteur de la masse G de la masse M par rapport à 0. Voilà, sérieux. Donc, voilà, l'énergie élastique, c'est 1 demi de K fois l'élévation au carré. Et l'énergie gravitation, c'est mg fois la hauteur. La hauteur, c'est facile. Donc là, ça c'est les définitions de base. On ne va pas voir autre chose. On va utiliser, s'en servir uniquement de cela. Alors, on va voir, maintenant on va passer à, tout ça c'était à peu près un chapitre d'introduction. Maintenant, une partie d'introduction, là c'est la partie qui traite d'un oscillateur à un degré de liberté. Un oscillateur dans son cas général. Dans son cas général, il peut avoir des frottements. Donc jusqu'à maintenant, on a dit un système conservatif. La fonction de Lagrange, ici on mettait 0. Donc, on ne considérait pas les frottements. Eh ben, dans le cas général, eh ben, il y a des frottements. Il peut y avoir des frottements. Donc ces frottements-là sont représentés par cet amortisseur qui a une constante alpha. Donc c'est un amortisseur, c'est une sorte de frottement qui est en général lié aux oscillations. Dans le cas des oscillations, on ne dit pas frottement, on dit amortissement, hein, comme dans la voiture. Pourquoi on met un amortisseur dans la voiture? C'est pour qu'elle ne vibre pas. Et on ne considère pas les autres types de frottement. Alors, dans ce cas-là, dans le cas où on a un amortissement, on va rajouter un terme qui s'appelle le terme de dissipation. D, ça c'est D, c'est quoi? C'est une puissance. Elle est égale à la puissance sur 2. C'est direct, c'est une constante. Pourquoi diviser par 2 tout ça? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ça c'est des. Voilà. Donc c'est une fonction de dissipation. Alors, cette fonction de dissipation, elle est définie. Comment elle est définie? Dans le cas où on a un amortisseur qui est attaché d'un côté, donc là j'ai parlé d'un cas général, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, on va donner la définition de la fonction de dissipation pour un amortisseur qui est toujours attaché d'un côté. Donc, la vitesse d'amortissement, ça va être la vitesse du côté qui est en mouvement. Comme dans ce cas-là, ça va être ce bras, le bras de l'amortisseur, celui-là qui est collé à la masse M. Dans ce cas-là, la vitesse T, la vitesse de l'amortissement, ça va être la même vitesse que la masse M, puisqu'il est collé à elle. Donc, D, par définition, c'est quoi? C'est 1 demi de alpha fois la vitesse linéaire. La vitesse linéaire toujours. Même dans le cas où c'est en rotation, on utilise la vitesse linéaire. Puis après, on l'exprime, la vitesse linéaire en fonction de θ, point, si on en a besoin, mais la définition de base, c'est 1 demi de alpha fois la vitesse au carré. L'amortisseur travaille toujours linéaire. Toujours linéairement. Très bien. Donc ça, c'est facile ici. Donc voilà. Donc si on doit chercher l'équation de mouvement de ce système-là, donc dans ce système-là, on va appliquer comme tout à l'heure cette équation. Donc on va dire L, ça va être quoi? L, elle est la même. Énergie cinétique moins énergie potentielle. Juste, on a un nouveau terme ici. Donc, le résultat de ça, on va le reprendre de tout à l'heure. Donc, c'est mx de point plus kx. Le deuxième terme, on aura alpha, je vais le définir par rapport à x point. Donc, j'aurai alpha x point, le moins ici. Si je le ramène ici, ça devient plus alpha x point. Voilà l'équation différentielle d'un système amorti. Masse ressort, amortisseur simple.
Si je divise par 1, voilà, je retrouve la pulsation propre de tout à l'heure, K sur 1. Et puis j'ai un nouveau terme, alpha sur 1, que j'appelle 2 delta. On l'appelle alpha sur 1, on l'appelle 2 delta. Ah, ça c'est historique. Pourquoi on l'appelle delta? Pourquoi on ne l'a pas appelé directement delta? On l'appelle 2 delta. Pourquoi? Parce que ça simplifie le calcul pour après, vous voyez. C'est juste ce 2 là qui est. Bon. Alors, dans ce cas-là, delta est égal à alpha sur 2 heures. Voilà. Et si je remplace, donc je divise par 1, mais j'appelle ça 2 delta et j'appelle ça oméga 0, j'obtiens cette équation différentielle. Cette équation différentielle est l'équation différentielle d'un système libre à un degré de liberté dans le cas général. Dans le cas général, le delta, on peut remarquer tout de suite que si delta est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on trouve? L'équation de ce... on retrouve l'équation différentielle du système non amorti. Normal, logique, non? S'il n'y a pas d'amortissement, ben je retrouve l'équation différentielle du système non amorti, qui avait une solution A cosine oméga 0t plus phi, etc. Donc là, la solution de cette équation différentielle, comment on la trouve? Donc si je trouve l'équation différentielle, la solution de cette équation différentielle, après je peux déduire l'équation différentielle du cas de non amorti. Il suffit de remplacer delta par 0. Okay. Donc c'est cette équation en fait qui est la plus générale. Ça c'est l'équation différentielle d'un système libre à un degré, amorti ou non. Voilà. Alors, pour chercher ça, après c'est des maths. Alors, les matheux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut établir l'équation caractéristique. Il s'agit de transformer les degrés de dérivation en degrés de puissance. Ici, on passe une variable, on appelle une variable R, ça va être R carré. Et là, c'est R, et là, c'est réalité. Donc ici, R carré plus 2 delta R plus oméga 0 carré. Voilà ça. Bien entendu, on va la résoudre une fois pour toutes, cette équation. Puis cette équation différentielle, elle est la même pour tous les systèmes amortis. Ce qui va changer d'un système à l'autre, c'est l'expression de delta et l'expression de oméga 0. Mais à chaque fois, on aura la même équation. Donc du coup, si on la résout une fois pour toutes, après, la solution, on peut l'utiliser pour les autres systèmes, la même solution. Et on va remplacer avec les bonnes valeurs, bien sûr. Voilà, si on résout ça, ça devient une équation algébrique. Je mets le discriminant, voilà, ici, b au carré moins 4ac, on trouve ça. Donc si delta est supérieur à 0, j'ai deux solutions. Si j'ai delta égal à 0, j'ai une solution double. Si delta est inférieur à 0, j'ai une solution complexe, une solution complexe. Donc, mais quand delta supérieur égal ou inférieur à 0, ça revient à quoi? Ça revient à ce que ça plus grand que oméga 0, à ça inférieur à oméga 0, ou ça égal à oméga 0. Donc le carré, puisque delta est oméga 0 positif, donc on n'aura pas de valeur négative, donc ça revient vraiment à comparer delta et oméga 0. Donc si delta est supérieur à oméga 0, ça c'est positif. Donc je suis dans le cas où j'ai deux solutions réelles. Si delta est égal à oméga 0, c'est une solution double. Si delta est inférieur à oméga 0, j'ai une solution, deux solutions complexes. Eh bien, je commence par la première. Si delta est supérieur à... Pourquoi on fait comme ça? Parce que ça a un sens physique. Le delta, c'est le coefficient d'amortissement. Et oméga 0, c'est la pulsation propre. Donc, moi, je peux dire, si je suis dans un cas où j'ai l'amortissement très fort, donc dans ce cas-là, j'ai un cas comme ça, un régime apériodique, j'ai une solution comme ça, c'est un exponentiel R1t plus C2 exponentiel R2t. R1 et R2 sont connus, ils sont là. Et il faut remarquer qu'ils sont négatifs. R1 et R2 sont négatifs les deux. Il faut vérifier, genre moins delta, moins, donc le premier est négatif, moins delta plus, mais ça sera plus petit que ça, une valeur absolue. Donc ça c'est moins plus quelque chose de plus petit que plus sera négatif. Donc du coup, cette fonction, elle va faire comme ça, elle va décroître en fonction du temps. Voilà, donc quand l'amortissement est fort, eh ben,
on n'aura pas d'oscillation, le système revient directement à sa position d'équilibre. C'est ce qu'on, c'est quoi on peut s'attendre. Ça, vous avez un amortisseur. À quoi on peut s'attendre? Si on perturbe la masse comme ça et on la laisse aussi. Si l'amortissement est très fort, il va l'arrêter tout de suite. S'il est très faible, il ne peut pas l'arrêter. Il va faire des oscillations, 1, 2, 3, 4 oscillations, il s'arrête. Ça dépend de l'amortisseur. Maintenant, entre les deux, c'est cas critique. Donc ça, on peut le voir qualitativement comme ça. Ok. Et là, on retrouve ce caractère, on ne le trouve pas le calcul. Voilà. Dans le cas de l'amortissement fort, il n'y a pas d'oscillation. Dans le cas où delta égale à 0, ici on a une solution double pour l'équation caractéristique. Et dans ce cas-là, la mathématique nous dit que la solution de l'équation différentielle est égale à ça. Une constante plus une constante fois t exponentielle moins delta t. Hein? Il faut pas... des fois on les appelle A plus BT, des fois AT plus B, chacun comme nom. C'est deux constantes. Une constante, c'est un polynôme. C'est un polynôme de degré 1, parce que là c'est une constante. Ça c'est des maths. On garde cette solution. Voilà. Et cette solution non plus, il n'y a pas d'oscillation. Vous voyez, ça c'est exponentielle moins delta t. Ça c'est un polynôme de degré 1. Fois l'exponentielle moins delta t, mais on sait lorsque t est grand, ça va vers l'infini, ça va vers 0. Mais on sait qu'en maths que l'exponentielle toujours il l'emporte. Donc comme ça tend vers 0, l'ensemble ça va tomber vers 0. Donc voilà, comme ça. Donc on n'a pas d'oscillation non plus. Il est critique. Donc ici, dans le cas où l'amortissement est plus faible que la pulsation propre, et c'est dans ce cas-là qu'on a des oscillations décroissantes. Normal, il y a un amortisseur. Donc dans tous les cas, ça va retourner à l'équilibre. Mais dans le cas où l'amortissement est faible, il y a des petites oscillations autour de la position d'équilibre. Alors là, les mathématiques nous disent que la solution dans ce cas-là, elle est égale à A exponentielle moins delta t. Delta, on connaît ce facteur d'amortissement. Cosinus oméga AT plus phi. Oméga A, c'est la pulsation d'amortissement. Parce que ici, la pulsation change. C'est pas la pulsation propre. Il faut faire attention. La pulsation ici, elle est égale à racine de oméga 0 carré moins delta carré. Vous voyez? Oméga 0 carré, ça c'est la pulsation propre. On reconnaît moins l'amortissement au carré. Donc ça c'est le facteur d'amortissement. Lorsqu'il est égal à 0, vous voyez qu'on retrouve oméga A sera égal à oméga 0. Parce que delta, lorsqu'il n'y a pas d'amortissement, la pulsation sera la pulsation propre. Alors ce sera un cas non amorti. Voilà. Et donc je peux retrouver l'équation de tout à l'heure. Si je veux résoudre maintenant l'équation x2 point plus oméga 0 carré x égale à 0, l'équation différentielle du système non amorti, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser, je dois dire que delta égale à 0. Delta égale à 0. Si je mets delta égale à 0, delta égale à 0, oméga 0 c'est la pulsation propre, elle est toujours positive. Donc je suis dans quel cas? Delta égale à 0. Est-ce que c'est ça? C'est pas possible. Est-ce que 0 est plus grand que oméga 0? Non, c'est pas possible. Delta c'est 0. Donc delta égale à 0 correspond à ce cas, parce que oméga 0 c'est tout le temps positif. Donc delta égale à 0, on est dans ce cas. Donc la solution c'est ça. Mais dans ça, je dois remplacer par 0. Donc delta égale à 0, donc l'exponentielle est part. Oméga A, j'ai dit que lorsque delta égale à 0, oméga A sera égal à oméga 0. Et donc voilà, j'aurai x de t est égal à A cosinus oméga 0t plus phi. Voilà, c'est la solution de l'équation différentielle du canon amorti, l'oscillateur harmonique, dont je vous ai parlé tout au départ. Et je vous ai dit que on verra. Dans le cas de ce régime pseudo-périodique, on définit une certaine quantité qui s'appelle le décrément logarithmique. C'est quoi ce décrément logarithmique? C'est une constante, c'est une propriété
qui va nous donner des informations sur la décroissance ici. Est-ce que ça décroît rapidement ou non? On définit le décrément logarithmique comme ceci. 1 sur n, ln, x de t, donc à un instant donné, on prend l'amplitude, à un instant donné quelconque, n'importe où, je prends un instant donné, je mesure une période, un certain nombre de périodes, je les rajoute, puis après je cherche l'amplitude à cet instant-là, t plus nt, donc l'amplitude de départ, l'instant t, sur l'amplitude de l'arrivée, je prends le logarithme et je divise par le nombre que j'ai pris aussi. Donc ça, on appelle ça le décrément logarithmique. C'est plus clair. Voilà, on peut démontrer, donc ça c'est, si vous voulez, c'est expérimental. Et d'un autre côté, on peut démontrer que le résultat théorique de ça, il est égal à delta TA. C'est-à-dire que je prends x de t, cette expression, je remplace t par t, donc là je prends cette fonction ici, et là je remplace t par t plus nta et je la mets en bas. Et je prends le logarithme et je divise par 1, ben je vais trouver cette expression-là. Ça se simplifie. Tout se simplifie et j'aurai une expression. Donc dc est égal à ça, c'est vraiment ça. Théoriquement, ça va nous donner cette relation qu'il faut garder aussi. Donc, décrément logarithmique est égal au facteur d'amortissement fois t, la période. La période t, la période des amortissements. Et ce TA là est égal à quoi? Il est lié quoi à oméga A? Oméga est égal à 2pi sur TA. Donc TA est égal à 2pi sur oméga A. Je vais. Ok, donc de ce TA là, c'est 2pi sur oméga A. Et oméga A, c'est racine de oméga 0 carré moins delta carré. Donc DC, donc ça c'est pourquoi je parle de ça, parce qu'on va s'en servir beaucoup dans les calculs. Toujours on fait ça. DC, le décrément logarithmique est égal à delta fois 2pi sur oméga A, c'est-à-dire 2pi sur racine de oméga 0 carré moins delta carré. Très bien. On appelle delta le volume d'amortissement. TA, c'est la pseudo-période ou la période d'amortissement. Il y a une chose, c'est qu'on parle de décrément logarithmique que dans le cas où on est dans le régime pseudo-périodique. Bien entendu, si on est en critique, il n'y a pas d'oscillation. En période, il n'y a pas d'oscillation non plus. Donc, si je vous parle d'oscillation, ça veut dire qu'on est dans le régime pseudo-périodique. C'est le seul qui a des oscillations. Ça, c'est des oscillations, avec une amplitude qui décroît. Mais la période, elle est la même. Alors, si vous mesurez cette période et cette période, c'est la même. Entre deux crêtes, c'est une période. On a dit c'est le temps après lequel le système va se répéter. Ben, si je commence là, donc on se répétait en temps, mais là l'amplitude, elle décroît. C'est pour ça qu'on dit pseudo-période. C'est pas périodique. Ok. Voilà, donc là j'ai parlé du cas dont j'ai parlé tout à l'heure déjà. Donc dans le cas de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire delta égale à 0. Dans ce cas-là, on obtient cette équation. Pour l'obtenir, on a replacé dans l'équation delta égale à 0. Comme delta oméga 0 est supérieur à 0, donc forcément 0 est inférieur à oméga 0. Delta. Le delta est égal à 0, donc sûrement il est inférieur à oméga 0. Donc si il est inférieur à oméga 0, maintenant tout juste dans le troisième cas, la solution elle est de cette forme. Je remplace delta par 0 dans cette forme et j'obtiens, voilà, entre x de t est égal à cos oméga 0 t plus i, dont je vous ai parlé tout au départ, c'est l'oscillation harmonique simple. On la note comme ça, MHS, mouvement harmonique simple. Voilà, donc après on va essayer de faire des exemples. Donc voilà, donc tout ça c'est des
C'est des systèmes oscillatoires. Tout ça, c'est des oscillateurs. Comme il n'y a pas d'amortissement, donc tout de suite on regarde. S'il n'y a pas d'amortissement, c'est un système non amorti. On se ressort. Donc ça, on l'a fait, le pendule, on en a parlé. Donc ça, c'est un système aussi. Ça, c'est une fil de torsion, c'est un fil spécial. Si on le tourne, il le retourne à sa place. Donc c'est comme le ressort, mais là, il agit en rotation. Ce système-là, par exemple, ça c'est le pendule, c'est lui qui... c'est comme le pendule, c'est comme ce pendule-là. Mais il est attaché à un disque qui fait un disque comme ça, on attache un ressort au milieu. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. On prend les mêmes systèmes, puis après on mélange un petit, on met le ressort là, on met le ressort là, on met deux ressorts, un ressort, on met une barre, ça change comme ça. Mais c'est toujours des oscillateurs à un degré de liberté qu'on va voir. S'il y a un amortisseur, c'est amorti. S'il n'y a pas d'amortisseur, non amorti. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Donc, je vais essayer peut-être de vous faire au moins deux ou trois exemples, comme ça dans un autre vidéo. Et voilà, pour travailler bien.